Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouvel hebdomadaire présenté par Monsieur Mickaël Lebou, UFC vétéran, et moi-même. Comment tu vas, mon gars? Bah écoute, ça va, nickel, En nickel, hein. forme? Bah ouais, ouais, ça va. Franchement, fatigué parce que hier j'ai commenté et en fait, j'arrive plus à faire des. C'est là que je vois que je suis vieux. J'arrive pas du Ah, tout à me remettre de. allez, les nuits blanches, ça tue, hein. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait une nuit blanche, bon, C'est hier ça. j'en ai fait une pour le combat de Manon, Ouais, mais je crois que c'était contre bah, quand Benoît il combattait, et je te jure, je me suis endormi à 5h30, genre j'ai craqué, j'ai dit c'est bon, je peux pas tenir debout, et ah j'ai ouais, dû rattraper, je crois, le lendemain, enfin le même jour quand je me suis réveillé quelques heures plus tard. Mais c'est vrai que les nuits blanches, ça pique, hein. ça tue, gros. Tu le ressens après, même sur les entraînements dans la semaine et tout. Mais bon, Bah on fait ouais, quand même. ouais, c'est la vieillesse pure, quoi. Faut dire la vérité, non, non, c'est violent. D'ailleurs, Mika, avant de revenir sur l'actualité, tu nous dois quand même quelques explications qui étaient prévues sur le Kong FC qui s'est passé hier, le 31 mars, ou le 30 mars Exactement. plutôt. Tu devais affronter Donovan Desmaï, si je ne m'abuse Exactement. sur le nom, et bah t'as pas eu d'explication. Enfin, il n'y a pas eu d'explication publique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Bah si, sur en place? off, moi après à l'organisateur, je lui ai expliqué, j'avais mon genou, bah t'es au courant toi, de toute manière, c'est Bien mon sûr. genou, j'ai mon ligament du genou interne qui a... Et le peuple qui demande des Non mais explications. grosse entorse du ligament du genou, après moi clairement, c'est pas à moi de communiquer avant l'organisation, donc c'était à l'organisation de communiquer, et moi ensuite je relais l'information, tu sais comment ça se passe. Et après, c'est vrai qu'ils ont tardé un peu à communiquer, notamment une fois qu'ils ont trouvé le remplaçant. Le remplaçant, c'était un combat un peu de qualité dans le sens où c'est la personne qui m'a remplacé, c'est la seule personne qui a battu Islam Marche. Makhachev. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais non, non, ouais, effectivement, blessure malheureusement et donc annulation de combat. Mais écoute, mon gars, on te souhaite un bon rétablissement en espérant qu'il n'y a rien de grave. Bah, du temps, du repos, franchement, ça prend du temps, hein. Ça fait déjà 2 mois que je traîne ça. Et je pensais que j'allais réussir à m'en tirer, mais la réalité, Même c'est que j'ai... une petite question, tu le sens, tu sais, par exemple, moi à l'époque, genre quand j'avais la vingtaine, enfin j'ai toujours la vingtaine, mais quand genre j'avais 21 voire 19 ans et tout, quand je me blessais, je sentais que genre une semaine après, je récupérais. Et là, je sens que c'est pas du tout pareil. Genre le fait que tu te blesses et que, en fait, plus le temps il avance, mais moins tu récupères. Je sais pas si c'est qu'à moi que ça fait ça, mais Non, bah, c'est clairement l'âge. C'est clairement lié à l'âge. C'est ce que je disais aussi là, un peu en off. ouais, Je sais pas, moi, je le ressens, par exemple, maintenant, si je sors le soir, par exemple, et que le lendemain, je dois m'entraîner, mais c'est impossible. C'est impossible. Alors qu'à une époque, c'était, t'enchaîner. c'était, c'était des choses que je pouvais faire, mais genre sans même réfléchir à ça. De la même manière que les siestes, quand je suis en prépa intensif, je suis obligé de faire des siestes. Alors que c'est quelque chose que je ne, je ne faisais pas souvent à l'époque, voire pas Ouais, du tout, tu vois. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si le corps me du réclame repos. du repos et surtout beaucoup plus de soins. Et il y avait un truc intéressant, je sais pas si ceux qui sont fans de basket, il y avait, comment il s'appelle le français? Tony Parker? Tony Parker, qui expliquait qu'en fait, avec l'âge, il a dû faire placer en fait sa préparation au centre de ses entraînements à un certain âge, parce que ça lui prenait beaucoup plus d'énergie que le reste au final. Et donc, non, 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 franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, tu vois. À un Ouais. certain âge, ça devient vraiment problématique, quoi. Ah, c'est différent et tu sens la différence. Revenons sur l'actualité, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime ou pas et de commenter. Mika, on a eu la victoire de Manon Fiorot face à Erin Blanchfield. C'était une masterclass, justement le combat que tu as commenté sur RMC en direct. 5 rounds, une domination totale. Très sincèrement, c'était un combat très très technique. J'ai vraiment apprécié. Et bah là, comme on dit, c'est du tout droit. Forcément, il y aura la revanche, enfin la trilogie entre Grasso et Shevchenko là, mais il faudra attendre en gros qu'il y ait la finale du TUF, qu'il y ait les finales du TUF. Parce qu'en gros, là, pour la prochaine émission saison du TUF, tu as la team Grasso et la team Shevchenko. Donc en tout cas, voilà, Manon, elle a coché toutes les cases. C'est, euh, C'était une masterclass tout simplement. Et franchement, j'ai apprécié autant que ce soit techniquement comme physiquement, parce qu'elle a maintenu un rythme de folie et j'ai l'impression qu'elle pouvait encore continuer, même après.
alors que le combat il s'est terminé, parce qu'il y a eu toujours un cap assez intense au niveau du combat. Et j'ai vraiment été impressionné que ce soit par sa capacité physique ou sa capacité technique. C'était fou. Ouais, bah, j'ai rien de plus à ajouter, c'est-à-dire que du point de vue, moi qui suis un amoureux des sports de combat, j'ai trouvé que sa performance était incroyable, un peu comme à l'image du combat de Rose Namajunas. Maintenant, si tu te souviens bien, suite à ce combat et la performance qu'elle avait fait contre Rose, on a bien vu que le public français n'a pas réellement accroché. La deuxième chose, je ne sais pas si tu le ressens, mais quand Benoît Saint-Denis a combattu contre Dustin Poirier, même avec le fait qu'il y a eu Baki Doumbé, il y avait un putain d'engouement autour de Benoît Saint-Denis. Et pourtant, Benoît Saint-Denis allait chercher potentiellement un combat qui était classé top 4 Dustin Poirier. Aujourd'hui, Manon Fiorot, c'est un combat de demi-finale qui la propulse à la ceinture de l'UFC. Et il faut le dire la vérité, il y a zéro hype. Il y a zéro hype autour de ce combat. C'est-à-dire que malgré tous les efforts de communication qui ont été faits, malgré tout ce qu'a proposé RMC, malheureusement, ça n'a pas été, comment dirais-je, réellement suivi. Et je pense que ce qui manque à Manon aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en termes de combat, on sait qu'elle est là. Elle est là, elle gagne ses combats, elle fait des performances de ouf. Mais en fait, il lui manque ce qui va autour du combat. Alors pour nous qui sommes des amoureux du MMA, bah, on arrive je dirais, à sentir ce qu'elle produit, etc. Maintenant, pour le grand public, j'ai l'impression que le côté spectaculaire, etc., il n'est pas au rendez-vous. Et c'est un peu à l'image, c'est ce que je disais hier dans une moindre mesure, mais c'est un peu à l'image d'un Gomis ou d'un Fares qui vont gagner leur combat en faisant des performances incroyables d'un point de vue technique et tactique, mais qui n'est pas apprécié à sa juste valeur par le grand public MMA parce qu'il n'y a pas forcément le côté spectaculaire, ce ne sont pas des gros trash talkers, ce ne sont pas des gros showman, ce sont des gens qui brillent par leur performance et leurs performances, elles sont pas incroyables ou spectaculaires du point de vue visuel. Maintenant, ça l'est du point de vue de la performance sportive. Donc, franchement, on peut que se féliciter de ce qu'elle a fait et j'espère que l'UFC ne va pas lui faire un coup de Trafalgar. Parce qu'on l'a vu avec Léon Edwards, on l'a vu avec Bilal Mohamed, ce sont des gens qui ont, ou de Dariush, ce sont des gens qui ont eu des séries de victoires de ouf consécutifs et on leur a jamais donné leur ceinture au titre. Et Après, j'aimerais, excuse-moi de te couper, mais à la différence de la catégorie comme Léon Edwards, Belal Mohamed, tu sais, en fait, juste au-dessus d'eux, ils ont des gars qui performent et qui savent trash talker. Là, Manon Fiorot, c'est un autre, c'est un peu, on va dire, une autre. C'est différent parce que là, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que l'UFC, ils ont vraiment plus le choix que de la faire combattre pour le titre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah, en fait, je suis d'accord avec toi. Si tu regardes d'ailleurs le roster de la catégorie, en fait, elle a nettoyé tout le monde. Donc, il y a Grasso qui est devant elle. Il y a comment dirais-je, Shevchenko qui est devant elle. Elle vient de battre Blanchfield, donc elle passe numéro 2. Il y a même pas à discuter. Maintenant, si l'UFC, ils ont envie de faire un peu les chiens, sachant que Shevchenko et Blanchfield ne vont pas se rencontrer avant la fin de l'année. Potentiellement, ils peuvent, Maïsi Barber, elle peut venir la coiffer si Maïsi Barber, elle fait des performances incroyables. Parce qu'elle aussi, elle est sur une série de 6 victoires consécutives et elle aussi, c'est une Américaine et ils préféreront toujours voir une Américaine que Manon Fiorot aller chercher la ceinture. Donc c'est pour ça que je dis attention, il faut se méfier quand même il faut vraiment se méfier de ce que je veux dire pas de l'UFC, mais voilà, je pense que attention quand même, même si elle le mérite, et encore une fois, je suis d'accord avec toi, elle le mérite à 1000%, mais il faut pas évincer de l'équation Maïsi Berber et il faut pas évincer de l'équation que Dana White il fait ce qu'il a envie. Même si la logique Je te sportive rejoins. n'est pas respectée, il peut le faire. Et voilà, par contre, du point de vue de la performance et de tout ce qu'a accompli Manon, on peut que être fier en tout cas de ce qu'elle a pu faire et la féliciter. En tout cas, je te rejoins. Après, peut-être une ceinture intérimaire entre-temps. Exactement. Parce Avec que, justement, moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent aujourd'hui, c'est de mettre une ceinture intérimaire entre Maïsi Barber et Manon Fiorot. Et la championne intérimaire ira chercher Shevchenko ou Grasso, quoi. voilà. C'est ce qui me permet le plus. Franchement, c'est ce qui me paraît le plus cohérent pour moi. Après, c'est vrai que ça doit être un petit peu chiant, même si c'est une ceinture intérimaire, lorsque tu es sur 7 victoires consécutives invaincues à Ouais. l'UFC, c'est un petit peu chiant d'avoir une ceinture intérimaire, même si c'est très mérité. Voilà, ça reste quand même la ceinture intérimaire.
mais ça reste quand même une étape de plus encore à franchir avant la finale. Mais maintenant, il y a l'UFC Paris qui arrive en septembre. La finale du TUF, je pense que ça arrive d'ici cet été, il me semble. Donc, à voir comment ça va s'organiser. Après, en termes de hype, pour répondre à ce que tu disais, malheureusement, les MMA féminins, c'est pas mainstream. Regarde, la semaine dernière, voire il y a 10 jours ou 2 semaines, tu as eu Rosana Majunas, ancienne championne en main event. Ça n'a pas été non plus suivi. Et tu vois les commentaires sur Twitter, même si voilà, faut pas s'y fier, mais tu vois qu'il y a pas mal de commentaires, même misogynes, hein, malheureusement, lorsqu'il y a des combats féminins, lorsqu'il y a des main events féminins. Donc je pense pas que ce soit. En tout cas, stylistiquement, je ne pense pas que Manon, elle plaît pas. Je pense juste que c'est tout simplement que le MMA féminin, il est pas mainstream. Regarde les seuls combats qui étaient, on va dire, où il y avait de l'attente. C'était Amanda Nunes, c'était Ronda Rousey. Shevchenko Mais aussi, quand même, ça va. ouais, et puis il y a eu Johanna à un moment donné, Il il y y a a eu eu Johanna, tu vois. Namajunas qui est très suivi. T'as des filles quand même qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, même si c'est vrai que le combat de Namajunas la semaine dernière, il est passé à la trappe. Mais quand elle combattait contre la chinoise Zhang, Weili Zhang, ouais. ouais, Weili Zhang, tu vois, c'était des combats qui étaient attendus. Maintenant, attention, hein, moi je suis pas en train de dénigrer la performance. Encore une fois, ce que je dis, Bien c'est sûr. attention, j'ai peur que si Manon dise bah moi c'est la ceinture ou rien et qu'elle reste inactif, ça fasse un peu une Leon Edwards. Et je pense que même si effectivement, et je l'entends après 7 victoires consécutives, d'ailleurs, je crois que à l'UFC, chez les combattants actifs, elle est numéro 3 ou numéro 4 Numéro avec 4, ouais. 6-7 victoires consécutives. Et donc, et dans la catégorie des flyweight, celle qui a le record de victoires consécutives, et il est plus d'actualité, c'est Shevchenko avec 9 victoires, je crois, ou 8 victoires. Ouais. Donc, potentiellement, Manon, elle est en passe d'aller battre ce record. Donc, clairement, elle s'inscrit comme potentiellement le Hall of Fame. Je sais que Aldric, il aime bien ce mot, mais elle écrit son histoire et sa légende à l'UFC. C'est un héritage qu'elle est en train de laisser. Et je pense que c'est actuellement la plus proche, en tout cas, pour aller chercher la ceinture, et je lui souhaite. Mais quand même, en parlant de performance, j'ai rarement vu, on va dire, une domination comme telle dans le dernier carré. C'est-à-dire que là, elle a affronté la numéro. Attends, Manon, elle était numéro 3. On est d'accord. Elle était numéro 3, donc Erin Blanchfield, il me semble qu'elle était numéro 2, si je dis pas de conneries. Parce que je crois qu'elle était Oui, passée oui, devant c'est elle. ça, il l'avait fait Ouais. passer devant à un Donc, tu moment donné. vois, en fait, sur le dernier carré, en général, tu as le champion et tu as les contenders qui sont derrière. Et voilà, c'est assez serré en général lorsque il y a ces affronts-là. Mais là, elle a mis un boulevard. Il n'y avait aucune solution. Franchement, peut-être que je parle. Forcément, je suis chauvin, mais je te jure, en voyant le combat, je trouvais qu'en fait, il n'y avait aucune solution de la part d'Erin Blanchfield. C'était tellement géré tactiquement, techniquement, physiquement. Il y avait un gros boulevard. Et même ce qui m'a choqué, c'est que, enfin, ce qui m'a surpris, déjà son crochet du bras avant avec le décalage, ça passait à merveille. Et le fait que tu avais, on va dire, un style d'opposition striker vs lutteur, en fait, Manon, c'est un peu la première fois que je vois ça. Pour annuler la lutte d'Erin Blanchfield, c'est elle qui allait timer en lutte et qui faisait une rupture de contact. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait aucune solution. Et même lorsqu'elle essayait qu'elle tentait les bodylocks, Blanchfield, tu avais tout de suite une rupture de contact, ça désaxait, ça boxait derrière. Non, Je c'était pense beau. qu'elle est largement plus puissante dans sa catégorie. On l'a senti en défense, en clinch, en cash control. Elle est incroyable. Tout de suite les bras sur les aisselles, très scolaire, elle balance. Elle a failli se faire surprendre au premier round par sursaut d'orgueil en voulant aller lutter. Elle a failli prendre une guillotine quand même. Je pense que ça, c'est une erreur un peu de sa part. En début de combat, elle a voulu voilà, montrer qu'elle était forte et meilleure partout dans tous les domaines, mais attention quand même. La seule chose, le seul bémol que je mets sur la performance de Manon, c'est au deuxième round. Son langage corporel, il n'est pas en adéquation de ce qui se passe dans le combat. C'est-à-dire qu'elle domine le combat, c'est elle qui a l'initiative des frappes, c'est elle qui arrive à toucher, c'est elle qui time. Et dans le langage corporel, on pourrait croire qu'elle est fatiguée. À un moment donné, elle se déséquilibre un peu trop facilement. Et quand elle rentre dans son... Et elle ferme les yeux quand elle reçoit les frappes. Ça, j'ai remarqué beaucoup, ça m'a marqué. Elle ferme beaucoup les yeux quand elle reçoit les frappes. Et enfin, quand elle rentre dans son round au deuxième round, elle est pas contente. Elle est en colère et elle le fait savoir à son coin, mais elle est en colère contre elle, quoi. Et ça, dans le langage corporel, j'ai trouvé que c'est peut-être un truc à travailler. Il faut faire attention
parce que c'est pas ce qui est quand tu regardais le round, tu voyais qu'elle était devant. Mhm. Et quand tu vois son langage corporel, tu peux te demander, et ça questionne, ça laisse en tout cas peut-être à son adversaire l'idée de se dire qu'il y a la place, alors qu'en réalité, il n'y avait pas la place. Ouais, en tout cas, voilà, c'est une victoire à la décision unanime. Félicitations à elle, félicitations à son staff, à Aldrich Casata, parce que franchement, c'était une belle stratégie, une belle performance. Et en tout cas, voilà, espérons qu'elle ait droit maintenant au titre et non au titre intérimaire, même si ça reste quelque chose de grandiose. On va Et revenir. je rappelle juste pour mémoire, il y a 12 Français à l'UFC, donc on a deux filles Ouais, et 10 garçons. On a Nora qui va combattre la semaine prochaine, Manon qui vient de combattre, la plus proche de la ceinture, on le disait. Juste pour faire un petit point global, depuis le début d'année, on a déjà eu 5 Français qui ont combattu. Donc Taylor, Nassourdine, Fares, Benoît, Manon. Donc il y a eu la défaite de Taylor à la décision et de Benoît sur Dustin Poirier, la magnifique victoire de Nassourdine, la victoire de Fares et la magnifique victoire de Manon. La semaine prochaine, on a Morgan et Nora qui combattent. Ensuite, début du mois de mai, on a William Gomis. Il y a Taylor Lapillus qui a été planifié pour le mois de juin aussi pour son deuxième combat en 2024 face à quelqu'un qu'on connaît, Stamman, parce qu'il avait affronté Tom Duquesnoy à ouais. l'époque. Il y a Oumar Sy aussi qui devrait annoncer bientôt son combat parce qu'on le sait, il a signé. Et en stand-by pour l'instant, il y a Yanis Gemouri encore qui n'a pas été replanifié suite à son pull-out, suite à son staphylocoque. Cyril Gane, bah, de ce qu'on sait, il combat en septembre, mais voilà, il n'y a rien d'officiel. Et on a Kevin Jousset. Et je reviens sur Kevin Jousset parce que hier, sur la carte, on avait un Buckley qui venait faire son troisième combat chez les 77 kilos face à Luque. Et je trouve que la performance, elle a un peu passé à la trappe. Ouais. Mais je trouve que c'est incroyable ce qu'a proposé Buckley. Parce que si on regarde un peu le palmarès de Vicente Luque, c'est quelqu'un qui a 22-9 avant le combat d'hier. En UFC, il a 15-5 avant d'affronter Buckley. Ses défaites, c'est contre Neil, Bilal Mohamed, Thompson, Leon Edwards et Graves. Et à chaque fois, c'est des décisions. Il perd rarement sur KO, quoi. Et Buckley l'a mais atomisé. Ouais. Il l'a atomisé, il l'a vraiment mangé dans tous les domaines, et notamment au sol. C'est-à-dire qu'il est monté sur Luque et il lui a mis un grand pound de malade. Donc attention à Buckley dans la catégorie des 77 kilos qui arrive désormais dans le top 15, voire peut-être top 10. Troisième victoire à l'UFC dans cette catégorie, donc ça lui semble lui réussir. Et je me disais, et c'est pour ça que j'en venais à tout ça, un Buckley contre Kevin Jousset à l'UFC Paris, ça serait incroyable. Ça peut le faire. En plus, là, il fait son entrée dans le top 15, il me semble, Buckley, parce qu'il était il était numéro 15, Vicente Luque. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Vicente Luque, à un moment donné, c'était vraiment un prospect qui était, on va dire, à quelques combats d'aller chercher le titre chez les welterweight. Il avait battu Tyron Woodley, il a battu Rafael dos Anjos, qui a été lui ancien champion, mais dans la catégorie du bas. Vraiment, à un moment donné, je l'appréciais par son style de combat et tout, mais c'est vrai que là, il est sur un petit peu sur une pente descendante, mais voilà, ça Ouais, n'enlève rien, ça n'enlève rien au il- fait qu'il ait gagné ouais, clairement, Buckley. en tout cas, bah, il est 11e, Luque. Donc, comme je dis, c'est clairement un tout droit dans le top 15. Maintenant, voilà, pour Jousset, ça peut être une piste, mais après, on peut aussi avoir par exemple, Michael Page contre Buckley. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, dans la KTD 77, j'ai hâte de voir Buckley. Je pense qu'il a une carte à jouer et il peut Ouais. perturber le top 10. Je dis pas Bah, qu'il peut aller chercher la ouais. ceinture, mais il peut aller perturber le top 10. Bon, en fait, là, ce combat-là, je pense que ça a mis du respect un petit peu sur son nom parce que c'était un petit peu le gars qui était là, qui avait la grande gueule, qui performait des fois, qui contre-performait des fois. Et là, en fait, là, le fait qu'il ait battu avec manière Vicente Luque, ça prouve qu'on peut quand même compter sur lui, en tout cas, à l'avenir. Donc, c'est une belle chose. Pour revenir, Mika, comme tu disais, là, on va rentrer dans la Fight Week. On a deux Français qui combattent sur le prochain UFC. Morgan Charrière qui sera en co-main event, donc c'est pas mal. Même si c'est pas un gros UFC, c'est un UFC Apex pour son deuxième combat. Donc on voit que l'UFC, ils veulent peut-être le faire connaître, en tout cas chez les Américains. On a aussi Nora Cornell qui affrontera Melissa Dixon, une fille qu'on a vue performer sur les arrêts, en tout cas avant d'avoir signé à l'UFC. Ça promet d'être un beau combat. C'est un petit peu, on va dire, un duel de striker.
Donc, c'est un combat en tout cas que j'ai hâte de voir. Morgan, il a eu un changement d'adversaire. De base, il devait affronter un Coréen. Finalement, c'est un Brésilien dont j'ai plus le nom en tête, un judoka, par son style un petit peu brawler. Donc, ça risque d'être une belle guerre. Et Ouais, on y est d'ici une semaine. après, Morgan, clairement favori dans le combat, en tout cas, et dans les codes bookmaker et de l'analyse que j'en fais. En face de lui, il faudra quand même faire attention parce que c'est quelqu'un, je trouve, qui frappe assez fort et qui est capable Un Américain, excusez-moi. Un Américain du nom de ouais, le Chepe Mariscal. Chipe Mariscal, ouais, Machine Gun. Et d'ailleurs, lui, il va quand même faire son troisième combat à l'UFC. Il est sur 2 victoires consécutives. Donc, lui, pour lui, la réalité, c'est que bah, tous les feux sont ouverts. Il est sur 5 victoires consécutives. Il avait échoué à l'époque quand il était au LFA pour la ceinture. Franchement, c'est pas un combat facile, le gars qu'on lui propose là, parce que ça va pas être le gars le plus technique qu'on va lui proposer. Et c'est un peu un bourrin et c'est quelqu'un qui frappe fort, je trouve. Donc attention, vraiment attention, il sait tout faire. Il est capable vraiment de mettre une clim. Maintenant, je vois quand même que Morgan, j'ai le sentiment qu'il est favori dans le combat. J'ai le sentiment qu'il a fait un camp propre. J'ai l'impression qu'il a une shape de ouf. Donc, hâte de voir ça. Et il y a Nora qui devrait ouvrir la carte. Elle devrait faire le tout premier combat de la soirée face à Melissa Tonia Monins. Pareil, la Nora que j'ai vue à Bercy, pour moi, je la vois favori. Nora, c'est une fille sur qui, franchement, quand elle a commencé le MMA, je me suis dit, ça va pas le faire. Faut être honnête, je le dis honnêtement. Et je me suis trompé. J'avais commenté son combat ou j'avais participé à son combat au FFA Challenge et je me suis dit, Ouais, je crois que c'était ça va. Hexagone, non? Non, c'était au FFA Challenge à l'époque, quand c'était, tu sais, à Coignières, là, vers Oui, là-bas. oui, dans le 78. Ouais, et c'est vrai que j'avais le sentiment que ça allait pas aller. Et après, si tu te souviens, on avait dit, mais elle avait fait une année 2023 de folie. Et la réalité, c'est que, elle a Ouais, progressé à chaque fois, elle a ouais, progressé, elle a progressé, elle a progressé, elle a progressé. Et aujourd'hui, je la vois comme une fille qui est capable, en tout cas, d'aller titiller le top 15 de l'UFC. Et donc, je crois en Manon et je crois en Manon. Je crois en Nora et je pense que Nora va battre Dixon. Voilà. De ce qui est ouais. pour mon analyse, en tout cas. On l'espère, Mika. On va revenir aussi sur les actualités qui se sont faites. On a eu de la part des maîtres fumiers, a priori, Baki sera en tout cas. J'ai pas envie de remixer, comme je me retrouve dans la sauce. J'ai plus la story en tête, mais c'est qu'en gros, Baki et l'UFC, c'est presque à 99%. En gros, il y a une forte probabilité de le voir sur la carte de l'UFC Paris. Entre-temps, tu as MMA Propagande qui ont mis un tweet qui a été supprimé juste après et où il disait que Baki que serait sûrement sur la carte du 14 juin. En tout cas, que voilà, ils sont en train de lui chercher un adversaire pour la ceinture. Derrière, t'as Baki que je crois, commenté fake news. Donc, le post, il a été supprimé. Et moi, selon mes sources, je valide leur dire. Maintenant, je pense que ce sera un petit peu logique aussi peut-être de le refaire combattre à Arès, parce que c'est aussi dans l'intérêt de Arès de le faire combattre. Euh, Après, si, moi, je pense que de toute manière, Baki, il signe à l'UFC septembre à 99% de chance. Mais à la condition, et uniquement à la condition, qu'il marque encore une victoire au Ares lors de l'événement du mois de juin. J'ai le sentiment que le Ares veut revenir fort au mois de juin. Il y a des bruits de couloir qui tentent à prouver qu'ils vont refaire une carte qui va être plutôt bonne. Je pense que le mois de juin va coïncider, mais encore une fois, ce n'est que de la spéculation, mais avec la sortie de la série La Cage de Gastambi. Et donc, ça devrait, vu qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées avec le RS et tout, être un moyen pour le RS de revenir très fort en termes de communication. Je pense qu'aujourd'hui, il est intéressant pour eux de surfer sur tout ce qui se passe autour de Baki. Ils ont besoin aussi, eux, d'un second souffle. Et effectivement, je pense que Baki, 99% de chances qu'il signe à l'UFC en septembre, à la condition qu'il gagne son combat au mois de juin, qui lui sera proposé au RS. mais en tout Voilà cas, l'analyse que j'en ai. je pense que ça doit être aussi. Je pense que ça peut être correct pour lui aussi de prendre une ceinture. On sait que ça fait aussi prendre des points sur le classement Fight Matrix avant d'aller à l'UFC. Après, voilà, il faut que ce soit un combat
faudra pas se louper en tout cas. On est sûr qu'il faudra pas se louper parce que après, quelques mois après, t'as l'UFC Paris à la rentrée. C'est ça, Donc, le problème de lui, c'est qu'on le sait, il a un pas de l'UFC, il pourrait être appelé en short notice. Je pense que maintenant, lui, il a assez prouvé pour ne pas être short notice et pour pouvoir être planifié proprement. Il a tout intérêt à rester actif parce qu'il n'a plus rien à prouver en termes d'expérience. C'est-à-dire que même s'il a une jeune expérience, il a prouvé qu'il savait résister à une pression dingue. Euh, Quasi sûr qu'il combattra Juarez parce que pour moi, même les intérêts du Juarez, ça serait bon pour eux de le voir combattre. Quasi sûr que derrière, le Juarez va revenir fort au mois de juin parce que ça coïncide avec la sortie, comme je t'ai dit, de la série La. quand est-ce qu'elle sort la série? Je pense qu'elle sort courant mai, mais il faut que je revérifie, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui va converger vers là avec une communication de ouf autour du Ares. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Ares reviendra très fort au mois de juin. Il prépare un gros événement. Et pour Baki, voilà, pour moi, c'est les prévisions pour Baki. Et comme je l'avais dit, de toute manière, depuis le départ, moi, je te l'avais dit, et toi, je crois que tu disais un peu la même chose. Pas d'intérêt à faire une revanche. Et surtout, bah, lui, il vise l'UFC, il vise pas forcément l'argent. Donc, go aller chercher sa legacy, comme on dit, go écrire sa légende. Il est tout jeune. Et je pense que l'UFC peut vraiment prendre le temps de le construire. Et voilà, après, il devra à chaque fois proposer une amélioration entre chaque combat. Et ce qui est bien, en fait, chez Baki, c'est qu'on a vu des axes de progression. Mhm. On sait qu'au sol, il peut encore progresser. On sait que debout, il y a encore des choses à Ouais, faire. Donc, c'est quelqu'un qui laisse, ça laisse envisager qu'il pourra performer vraiment fort s'il continue de progresser. c'est ça. Donc, en tout cas, on attend d'avoir un peu plus de news parce que là, pour le moment, il y a rien d'officiel en tout cas concernant le Ares. Derrière, il y a eu aussi de la part des maîtres fumés le fait que la demande enfin, après le combat, l'équipe de Doumbé ont fait appel auprès de la de la FFMMAF pour revenir sur la décision. Donc, a priori, ça a été en tout cas rejeté. Donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Je m'attendais vraiment pas à un no contest. Après, forcément, lorsqu'il y a un appel, bah, je pense que le dossier doit être étudié. Donc, du coup, en gros, c'est confirmé que Baki a tout simplement gagné ce combat-là et qu'il n'y aura pas de no contest. En tout cas, pour le camp Doumbé, bah forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, là, le fait que ça parle d'un potentiel Baki à l'UFC Paris, c'est vrai que pour Doumbé, enfin, même pour le camp Doumbé, c'est un petit peu, je pense que ça va être un petit peu difficile à digérer parce que là, Baki, il a tout gagné. En termes de hype, il est à plus d'un 2000 millions sur Instagram de followers, donc c'est énorme. Il est encore jeune dans sa carrière, il est encore jeune dans son âge. Donc, je pense que là, s'il signe à l'UFC et qu'avant, en plus, il prend la ceinture de l'ARES, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et bah, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Doumbé de se relancer, tu sais, même de se revendre et d'aller trash talker même quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'on sait que ce combat-là, ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an que les deux, ils se cherchent, que Doumbé fait des vidéos sur Baki, que Doumbia reprenait les interviews de Baki dans ses vidéos. Donc, on va pas se mentir, il y avait quand même une sorte de communication autour de ça. Donc là, le fait qu'il s'est fait battre par Baki, peu importe la manière, et surtout avec l'histoire de l'écharpe, c'est vrai que ça m'a l'air un petit peu d'être compliqué pour lui. Ça va être compliqué, en fait, de se relancer et d'aller chercher. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une perte de crédibilité, même auprès du PFL, auprès du public français. Donc, à voir comment ça va se relancer, et voilà. Non, moi, je j'ai pas la même lecture que toi. Je Ouais. pense, bah voilà, pour Baki, par contre, je suis d'accord avec toi, il a tout gagné. Il a explosé en termes de notoriété. Sur Tapologie, il a du vert et on sait que dans 3 4 ans, quand on regardera son palmarès, on se souviendra même plus de l'épine dans le pied de Doumbé et on dira, bon, bah, il a battu Doumbé. Financièrement, il a pris un gros chèque. Potentiellement, là, il va faire la ceinture du RS, donc on va dire à domicile, dans le sens où le Dôme de Paris, c'est chez lui, c'est là qu'il s'est fait connaître. Mhm. Et en septembre, il fait Bercy, c'est incroyable. Ce que je veux dire, s'il arrive à faire ça, son année, mais c'est incroyable ce qu'il aurait réussi à faire. Maintenant, c'est pas pour autant que parce que Baki a tout pété dans le scoring et dans le vert que pour moi, ça veut dire que Doumbé est dans le mal. Non, Doumbé, par contre, c'est clair, il essuie une défaite, un rouge dans sa carrière et ça, malheureusement, bah, ça a vie. Un rouge dans une carrière, ça a vie. Comme je le dis, dans 2 3 ans, on se souviendra plus de cette épine. Maintenant, il a fait appel. Bon, bah, ça confirme la victoire et ça confirme la décision de Marc Godard.
Mais ça ne retire pas dans la tête des gens et dans la tête de tout le monde que au moment où le combat s'arrête, il y a un round pour Baki, un round pour Doumbé, avec un troisième round qui est à peine démarré et qui laisse place à beaucoup d'interprétations. Les pro-Baki Sur diront, l'instant T, Mika, comme tu l'as dit, non, non, dans un mais, mois, 2 mois, tu vois, on retient que la victoire. ouais, mais il pourra communiquer là-dessus parce que, comme je te dis, les pros Baki bah, considèrent que Baki s'est préservé au deuxième pour pouvoir tout donner en lutte au troisième. Et les pros Doumbé diront bah, Doumbé a réussi à timer Baki sur les distances et tout au deuxième. Et c'est exactement ce qui se déroulait au troisième. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en gros, tu as deux camps et les deux camps, tu n'arriveras pas à les faire entendre raison. Mais Donc Mika, je là, te jure que tu as pas mal de pro-Dombé qui se retournent contre lui. Et tu sais, regarde, sur... et c'est là où je trouve qu'il est pris un petit peu dans son propre piège de communication. Tu sais, quand il a été sur Click TV là, et qu'il disait ouais, qu'il y a pas de victoire, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Et tu sais, je sais pas si tu as vu l'interview de Raphaël Tronchet sur Gong. Pourtant, en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à une époque, on voyait Raphaël Tronchet avec Doumbé. Ils étaient souvent ensemble en Belgique, je crois qu'ils s'entraînaient ensemble, et t'avais même Raphaël Tronchet qui était dans le coin de Doumbé. Et je suis sûr, il a parlé d'un français très clair, il a dit. Imagine un instant si, si ça avait été le cas inverse, si ça avait été Baki qui aurait arrêté le combat pour une épine. Est-ce que tu penses vraiment que Doumbé, il aurait dit non, il n'y a pas de victoire, donc voilà, j'accepte la revanche. Tu sais, il aurait vanné, mais ça aurait été incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, il se retrouve un petit peu pris dans son propre piège, parce que là, on voit que bon, forcément, c'est difficile à accepter cette défaite quand tu es Doumbé. Mais la manière dont il communique, tu vois que c'est un petit peu. Voilà, s'il y a un manque de fair play, il y a un manque comment dire? Voilà, il accepte pas, il veut pas digérer. Oui, mais il y a deux choses. Toi, tu me dis, moi, je te répondais à la question de est-ce qu'il a perdu en termes de businessment parlant avec le PFL, etc. Moi, je te dis que non. Je te Ouais. dis que Doumbé, il recombat dans 3 mois, il refait ça le comble et il reprend un gros chèque. Et il Sur reprend un ça, gros... oui. Sur voilà, les négociations, je pense Ma- qu'elles sont déjà faites, le contrat est déjà ma- signé. Mais est-ce qu'il fait ça le comble? Attends, maintenant, ce que je te dis, c'est qu'il va falloir qu'on lui trouve un adversaire. Et les adversaires, il n'y en a pas mille. Soit on va lui mettre Ibra Mané. C'est pas possible, Ibra, il est dans le tournoi. Ouais, mais ils peuvent tout faire le PFL, mon gros. Arrête Mhm. gros, quand il y a des chèques, on te sort du tournoi, bah tu dis oui. Oui, c'est Je vrai. veux dire, faut pas mitonner. Donc, soit on lui met Ibrahimane, soit on lui met Abdouragimov, soit on lui met, par exemple, bah non, après au PFL en En main France, de bien. bah ouais, mais il est au PFL de bien maintenant. Bien sûr, il est au PFL. Ouais, bah Il voilà. combat Ou soit bientôt. on pourrait mettre Robin de Bienne. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il lui faut un combat franco-français ou alors. Moi, j'y crois pas à l'histoire d'aller lui chercher Anthony Petit. Je pense que ça fait pas vendre. Perso, parce que Anthony Petit, on l'a vu, il est sur le déclin maintenant, il s'entraîne plus trop et tout. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que intimement, il s'est passé quelque chose. Et tu peux pas faire comme si digérer cette défaite. Et je suis d'accord avec toi que si ça avait été dans le camp adverse, on en aurait fait des films Mais entiers sur cette gros, épine. laisse tomber, gros. Mais de là à dire que il a tout perdu, non. Il a perdu, oui. Il a perdu la Ah non, j'ai bataille. pas dit qu'il a tout perdu, hein. Non, non, ouais, il a perdu cette bataille médiatique. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que si ça avait été l'inverse, on en aurait fait des tonnes. Maintenant, je pense que businessment parlant, il est toujours en place. Et attention, même en termes du sport, je pense que il peut surprendre et battre quand même beaucoup de 77 Français. Maintenant, j'aimerais, par exemple, je rêverais de voir un Abdul contre Doumbé. Je rêverais de voir ça. Et là, tu peux pas me dire qu'ils Ah, bien sûr. Ah là, oui, ça fait ça le même comble. le Stade de France, ils le remplissent. C'est pour ça que je te dis, attention, Doumbé n'est pas éteint. Parce que quoi qu'il arrive dans sa communication, il pourra toujours surfer autour du fait que le combat s'est arrêté trop tôt, etc., etc. Ouais, en tout cas, ouais, il va falloir se relancer. Et après, je doute pas de lui, hein, parce que voilà, il est pas à son premier coup d'essai. Au Glory, il avait perdu son titre, il a récupéré derrière. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal, en tout cas, à voir comment il va se relancer, à quel événement il va revenir, parce que ça parlait du Bellator le 17 mai, mais le problème, c'est que le Bellator le 17 mai, il y a déjà la tête d'affiche. Ouais, Il y a déjà les common events qui sont faits, donc ça veut dire que même s'il venait à se greffer sur la carte, ce serait pas lui la tête d'affiche.
Non, Donc, puis je sais pas si tu es en accord avec moi, mais j'ai quand même le sentiment que le Bellator, ce qui prédomine quand ils construisent une carte, je te jure, c'est plus la promotion par le sportif que le reste. La carte de Paris, elle est belle, hein, ouais, sportivement. ouais, ouais, Franchement, j'ai le sentiment que la carte qu'ils proposent, elle est ouf. Et d'ailleurs, il y a, ils ont déjà annoncé une date en novembre aussi, hein, à sur Paris. l'Adidas Arena. Ouais, à l'Adidas Arena. Ok, ok. Et donc, il me semble qu'il y a, enfin, je sais pas où j'ai vu ça, mais je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a des Français sur la carte. Ah ouais, il y a Baben, il y a Ouais, Trabelsi, il y a Mansour, il y a, ok. comment il s'appelle, Thibaut Gouti. J'espère qu'on va avoir Azael. Mais non, non, Ouais, Zahid, il est sur la carte. je sais pas parce qu'il combat bientôt, Azael, hein. Ben, je crois qu'il est sur la carte du 17 mai, je crois. Non, je crois qu'il combat bientôt là en Irlande, je suis pas sûr. Ok, À, ok. à vérifier, tu vois. Non, t'as raison. Euh, Il est pas planifié, il est pas planifié. Donc ouais, à mon avis, il y sera. Tu peux pas te passer d'Azael. Je pense que quand tu es au Bellator maintenant, c'est l'un ouais, sur qui tu mises. Donc on peut passer désormais à la dernière actualité de la semaine. C'est le KSW qui arrive. ouais. KSW qui arrive. On en a parlé la semaine prochaine du combat qui nous a hypé, mais malheureusement, il y a eu le forfait de Ramzan. Encore des maîtres fumés qui balancent les croustilles. Ça, c'est eux qui ont repris les rênes des croustilles en ce moment, Mika. Ouais, On est plus à la page sur les croustilles. Et Après, on en avait parlé en off, toi et moi, on disait que c'était quand même particulier qu'il n'ait pas de gym et qu'on ne serait pas surpris de le voir pull out sur le combat, tu vois. Et la réalité, c'est que bah il a pull out. Et moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de salle, tu n'es pas structuré, etc., c'est trop compliqué d'aller combattre. Il faut vraiment, je pense, qu'il arrive à se structurer et qu'il arrive à accepter qu'au-dessus de lui, il y a une hiérarchie. Je sais pas ce qui cloche, hein. Je peux pas présumer de ce qui se passe dans sa vie perso, privée ou autre, mais c'est dommage, c'est du gâchis parce que comme tu l'avais dit, il a des qualités athlétiques. Et qui dit qualité athlétique dit que derrière, si tu es régulier et assidu, eh ben forcément, tu vas réussir à performer. Donc c'est un peu dommage pour lui. après, je vais lui proposer en tout cas, s'il veut qu'on le reçoive, parce que on se pose des questions. Après, le mieux, c'est que lui il puisse y répondre. Mais bon, c'est vrai que là, actuellement, tu me demandes où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il s'entraîne, je ne saurais te répondre. Donc, voilà, s'il s'est blessé, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et du coup, il y a eu un remplacement pour le combat de Ella, Just et Bivol de la FFA. En tout cas, il est managé par Machinico. Après, je ne sais pas s'il s'entraîne à la Free Fight Academy. Donc, voilà, ça risque quand même d'être un beau combat. Et après, il n'y a pas eu de nouveau, il n'y a pas eu de changement sur la carte, sinon en particulier. Et, voilà, on Non, aura. on peut juste reciter les Français, hein, Alphand Rocher-Labase de l'école de la old school de Gaëtan Hurtel, qui fera son deuxième combat au KSW. Aymar Guy de la team Marseille Fight Club de Pour Jean-Michel ça. Foissard. Aymar Guy qu'on ne présente plus, double champion de l'Hexagone. Donc on a Eladji Ndiaye qui devait affronter Ramzan Jambiev et qui affrontera un autre Français. On a Laïd Zerouni aussi qui était champion de l'Hexagone et qui a mis un gros KO au KSW en début d'année et qui combattra face à Boubacar Niakhaté qui lui a performé plus sur des petites organisations françaises. On a Prince Anou Ounala qui va combattre contre un étranger, Martinet, on l'a dit, ça va être un gros défi pour Prince. Et Prince qui était aussi champion de l'Hexagone. Ensuite, on a un combat entre étrangers, donc je ne cite même pas. On a Varela qui prend l'homme le mieux classé de la carte. Donc c'est Marianne Zoloski qui avait deux fois pull-out Parnasse suite à une blessure. Et le gros morceau, donc il est pour Wilson Varela, parce que c'est aujourd'hui le mieux placé. Et ensuite, on a Parnasse qui affronte Mircea, l'homme très dangereux qui a réussi à récupérer la ceinture intérimaire des 70 kilos au KSW. Donc voilà, grosse carte dans la Didas Arena. Donc la première fois que ça s'organisera là-bas. Et j'ai hâte de voir cet événement. C'est ça, Mika. Je crois qu'on a fait le tour. Mis à Exactement. part un dernière info, j'ai vu un autre combat dans la catégorie des poids lourds qui a été matché. Et c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions sur Cyril, mais on peut aussi se poser des questions, Mika, sur Thomas Pinal parce qu'il a pris la ceinture intérimaire juste après le FC Paris. Et là, jusqu'à présent, il n'est pas matché. Donc, on va dire que là, il reste trois personnes
du top 15 voire du top 10 qui ont pas de combat. C'est Aspinal, Pavlovich et Cyril. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions sur Cyril, mais tu as aussi Aspinal qui est dans une position assez frustrante parce qu'il est détenteur de la ceinture intérimaire, mais qu'il ne se voit pas proposer d'adversaire pour le moment. Donc on spécule, on va voir. Là, il y a eu l'annonce d'un UFC Manchester au mois de juillet. Donc il y aura Ouais, peut-être. Aspinal, il y est, ça c'est sûr. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est Cyril Gane qui ira ou est-ce que c'est Blades? Bah, C'est- on se pose la question parce que si s'il s'avère que Cyril est vraiment sur l'UFC Paris, ça me paraît impossible qu'il soit sur l'UFC 2 mois, voire un mois avant. Donc, Bah, à voir. mais moi, je pense que l'UFC Paris, je sais pas qui a dit ça, mais soit le contrat il est signé et dans ce cas-là, la fiche C'est elle Culture sort. MMA qui avait mis ça. Ouais, mais ça, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. L'UFC, ils sont capables de casser le main event en se disant, bah tant pis, attends, maintenant, t'as des gars comme Nassourdine, t'as des filles comme Manon Fiorot, t'as des gars comme Benoît Saint-Denis, t'as des Ouais, gars c'est vrai que là, il y a de quoi t'as faire et beaucoup de gens qui peuvent prendre le relais d'un main event sur une carte à Paris. Donc, non, j'y crois pas trop. Si vraiment ils veulent mettre, comment dirais-je, s'ils ont la volonté de mettre Gann face à Aspinal, ils le feront. Maintenant, est-ce que ça fait partie de leur plan? Ça, c'est autre chose. écoute, à voir. Mika, c'est bon pour nous, on a fait le tour. On se dit à très très vite. Bonne semaine, bonne écoute à vous. Merci de votre fidélité et on se dit à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao.